Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que je considère exceptionnel au travers de quelques extraits que j'ai choisis. Voir et entendre. Le visuel me transmet des certitudes, des renseignements. Le réel qui m'entoure est certain. Le visuel m'offre tout le domaine du réel, de l'espace, du concret, et me permet l'action. Sans espace, pas d'action. L'image visuelle n'est pas ambiguë. Elle ne me trompe pas. Il faut des phénomènes exceptionnels, le mirage, pour que ma vue me trompe sur ce réel. Ce réel est immédiat. L'image visuelle est, puis j'attribue un sens, or quoique insignifiante, l'image visuelle est rigoureuse, impérative, irréversible. L'image est au présent, ne me livre qu'un présent, et de ce fait me paraît permanente. La vue m'assure la possession du monde et le constitue en univers pour moi. La réalité, ce qui se voit, se compte, se quantifie, se situe dans l'espace. Comme le dit Spengler, la vue de l'homme engage la technique. L'image visuelle désigne la totalité de ma possibilité dans un monde où je suis maître et sujet. Par conséquent, la vue est l'organe de l'efficacité. Si le visuel est spatial, le domaine des sons, lui, est temporel. La parole est l'organe de la relation entre les hommes. Il y a une différence notable entre parole figée, je dirais, audio écrit, et la parole vivante. La parole est porteuse d'un flou, d'une aura plus riche et moins précise que l'information. Le discours peut être ambigu. Il est souvent ambivalent. La parole est incertaine. La parole n'est pas une algèbre. Cependant, la brume du discours est productrice de sens. Si le réel est évident, la parole, elle, exclut l'évidence. L'opposition majeure est donc espace-temps et réalité-vérité. Et la tentation majeure de notre civilisation, liée à l'hégémonie technicienne, est la tentative de confusion entre réalité et vérité. S'il n'y a point de vérité, il n'y a ni mensonge ni erreur. Notre époque est caractérisée par le primat exclusif de la réalité. La science a fini par convaincre l'homme que la seule vérité possible consistait à connaître le réel et que la preuve de la vérité était la réussite dans le réel. Tous les mécanismes de justification se greffent sur la confusion entre réalité et vérité. Derrière la parole, il y a l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement de celui qui parle, la parole devient inauthentique et devient parole pratique. Elle ne mérite plus créance, elle ne mérite plus qu'on la croie. Le XXe siècle, sous l'influence de la science qui saisissait la réalité, n'a voulu qu'une parole objective, d'où le positivisme, c'est-à-dire séparée de la personne qui la prononce. La référence au réel me situe dans un univers exactitude, inexactitude, de correct, incorrect. Le visuel est le grand chemin de discernement de l'exact, inexact, et il me fournit une expérience immédiate. Je n'ai pas besoin de réflexion. Je sais de suite ce qui est exact ou non dans le geste que je fais par rapport à la situation que j'ai vue. Ce qui vient de la parole n'est jamais évident. Le réel peut être évident, jamais la vérité, car l'image ne peut jamais, comme la réalité même, être autre chose que le matériau d'une décision de l'homme. Elle n'apporte en elle-même aucune raison fondamentale de jugement, de décision ou d'engagement. La critique est le domaine d'élection de la parole. Et dans ses rapports avec l'image, elle est justement appelée à en faire la critique. Non pas l'accusation, mais du sens premier, la séparation, le discernement du vrai et du faux. Ceci est justement l'une des fonctions les plus élevées de la parole. D'où que l'usage le plus éminent que puisse faire l'homme de sa parole est aujourd'hui le plus détesté. Ce que me transmet l'image visuelle est de l'ordre de l'évidence, et j'accède à une conviction sans critique. Là où il y a marque visible, il y a sûreté d'information. Mais cette certitude est fondée sur une absence de conscience. Cette saisie globale et inconsciente de tout un paquet d'informations, sans suivre le cheminement lent
et pénible du discours explique aussi que l'homme soit par paresse naturelle porté à regarder les images plutôt qu'à lire un long texte ou à écouter une démonstration. Shakespeare dit « car la vérité reste la vérité jusqu'à l'infini des nombres ». Et Shakespeare a raison. La vérité reste la vérité envers et contre tout. Elle est ferme, stable, dure, irréfragable. Il ne faut pas la relativiser parce que les sciences sont variées. Il ne faut pas dire que la vérité d'hier devient erreur aujourd'hui, et l'inverse. Il ne faut pas, dans un libéralisme extrême, dire que tout est relatif et par conséquent, celui-ci peut bien avoir raison et celui qui dit le contraire également. Nous avons vu l'horreur qui s'est produite au cours de notre histoire chaque fois qu'un homme ou un groupe ont prétendu exprimer la totalité de la vérité. Ne pouvait se situer ailleurs ni être autre. Ceci a légitimé toutes les dictatures, toutes les oppressions, tous les mensonges, tous les massacres. Il y a alors deux langages, celui de l'audition et celui de la vision. Et le symbolisme graphique bénéficie par rapport au langage phonétique d'une certaine indépendance. Son contenu exprime dans les trois dimensions de l'espace ce que le langage phonétique exprime dans l'unique dimension du temps. Dans l'écrit, la parole passe dans l'ordre du visuel et non plus de l'entendu. Parole mise dans l'espace dorénavant. Parole où plus personne ne s'engage. Impossibilité du dialogue. La parole n'est plus elle-même. Elle n'est plus une fois écrite la brûlure de vérité que portait avec lui mon interlocuteur. Il n'y a plus personne. La vérité s'est réduite à des signes visuels qui par eux-mêmes ne signifient rien. Et beaucoup des discussions sur le signifiant, signifier, des signes, viennent de l'écriture de la parole. La vérité est devenue abstraite et objective. Elle n'engage plus personne. L'université, fondée sur l'écrit, n'est pas la même chose que l'académie sous les portiques. L'écriture a changé l'audition en vision, et l'intelligence de la personne, avec le halo de mystère et les échos de sa parole, en saisie d'un texte, analyse grammaticale et logique, décomposition des structures, inintelligence de la vérité par le pesant sérieux de l'exactitude. McLuhan pense que la télé, dans la mesure où elle élimine partiellement l'écrit, fait perdre la rigueur de celle-ci, le caractère implacable qu'il imprime dans le déroulement de la pensée pour laisser la place à la parole. Celle-ci retrouve alors sa possibilité polysémique, le jeu des variations sur un thème, la multiplicité des directions où l'esprit humain peut s'engager à l'audition. Mais, remarque l'auteur, à condition que l'inondation des images télévisées n'ait pas en même temps évacué purement et simplement la parole tout entière. Auquel cas, la télévision ne produira nul épanouissement, mais la morne désintégration de la possibilité même de penser. L'homme n'est rassuré que par la réalité. Ce qu'il peut voir et saisir, cela est certain et à sa disposition. Il y a une véritable relation entre visible, réalité, et puissance. L'évidence du réel est parfaitement utile pour l'action, mais ne peut en rien nous aider pour comprendre le sens de notre vie. Cette frénésie de ne vouloir connaître que la réalité du fait porte avec elle le triomphe matériel que nous connaissons dans notre société. Nous sommes contemporains de ce que nous voyons. Nous ne voyons pas le passé ni l'avenir, nous voyons l'actuel. Et l'image nous donne toujours ce sentiment d'actualité, de présence, d'immédiateté. Toute description, tout raisonnement est entaché de subjectivité, donc douteux, donc suspect. Un point sur la technique. Évidence, efficacité, tangible et réelle. La technique est de l'ordre de l'évidence. Ses résultats sont clairs. En gros, ça marche ou ça ne marche pas. L'image est la communication efficace par excellence. Et le désintérêt pour la littérature, le désaveu de la philosophie sont le reflet de leur impuissance à se transformer en diagramme. Même souci de l'efficacité, parce que même référence à la réalité. La réification n'est plus une opération philosophique ni économique abstraite, ni une façon d'exploiter l'homme comme on pouvait l'expliquer l'aliénation. Elle est le résultat du développement technique et de l'exclusivité du réel. Voir et être vu
tout l'homme se réduit à cette opération, et la technique vient la confirmer. Il y a exclusion de la relation parole-vérité pour nous ramener à une relation langage-réalité. Le parler pour ne rien dire a cancérisé la parole. Parler dorénavant pour rien. Bavardage. Bavardage qui, très curieusement, envahit le monde savant et sert de garantie à ce monde. Words, 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 dit Shakespeare. La découverte subite et tragique que les mots ne sont que des mots et non pas une puissance agissante. Parole devenue insignifiante dans l'élégance des cours, le marivaudage et dans la banalité quotidienne sans référence, avec un vécu effectif. Excès des discours privés de sens et de véracité. En même temps que l'excès du discours vain et vide, c'est l'excès des informations diffusées de partout concernant tout qui stérilise totalement la qualité. En ce sens, je n'écoute plus. Je refuse, sans même le savoir, d'entendre. La parole anonyme continue à couler. Bruit, bruit. Parce qu'elle n'établit plus aucune espèce de relation. Les mots sont du vent. Les mots passent et n'ont aucune importance du moment que personne n'ajoute le poids tout entier de sa vie à la parole qu'il prononce. Quel sérieux pourrions-nous ajouter à cette parole ou à une autre? Quel crédit? La rupture actuelle entre le parlant et la parole dépouille la parole, mais bientôt celle-ci reprend une valeur. Mais alors où? Forcément dans le non-humain. Et sa valeur sera donc référence à la raison, à la science, à une doxa, à un courant social, à une conception du beau ou du vrai, une conception, et non point la beauté du vécu en accord avec soi-même, la vérité de l'unité d'une personne. À partir de ce moment, la parole est livrée à tous les vents, à tous les changements. Elle perd tout poids et toute signification. Elle devient instrument. À partir de là, elle peut être manipulée. Elle n'engage rien ni à rien. La parole suprêmement vidée d'elle-même, c'est le slogan. Elle est au service d'un appareil, de n'importe quel appareil. Elle devient propagande au service du mensonge, d'un mensonge fondamental, celui par rapport à l'unité de l'être et de la parole. Il faut prendre conscience de façon fondamentale que la parole est rigoureusement et en tout contradictoire à la technique. Parole vaine du fait du bavardage, instrumentale du fait des techniques. Ici, c'est le contexte qui commande l'évolution. Elle n'a plus besoin d'être porteuse de sens, elle est désignifiée. L'idéal est d'arriver à transformer en machine tout ce qui existe. Le langage est une machine, la communication est une machine, la relation est une machine. On assiste à l'envahissement du langage et de la parole par la mentalité technicienne. Dans notre obsession machinique, nous confondons le démontable avec le démontrable. C'était un extrait du livre de Jacques Ellul, La parole humiliée, que je vous recommande chaudement. Merci à tous pour votre écoute.